Non, on va recommencer ça commence pas de même. On va faire une petite intro. Le gars, il a l'air Moi, je garderais ça, mon. Ouais, regarde ça direct de même, hein? Oui. Les humains d'exception peuvent être imparfaits dans la vie. Ah, quelle belle introduction, Émilie. Merci, c'est merveilleux. C'est parfait. Émilie, bienvenue dans le podcast Humains d'exception. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de t'aies accepté mon invitation, puis de passer un moment avec toi, puis d'en apprendre plus sur toi, surtout. Écoute, je vais juste mettre le contexte, expliquer comment on s'est rencontrés, pourquoi aujourd'hui on se retrouve à faire un podcast. Écoute, moi j'ai rencontré Émilie, je vais donner ton nom complet pour les gens qui ne te connaissent pas, Émilie Proto-Dupont, qui est maintenant la créatrice du concept Maman Zen et Happy. C'est ça? Voilà. Et vous allez voir que c'est tellement beaucoup de choses à raconter. Émilie a un parcours incroyable. Je reviens au contexte. On est à l'AZ, qui est le grand événement grandiose au Québec de Martin Latulippe, qui aide les entrepreneurs à se positionner sur le web, autant comme conférencier, auteur, coach, etc. Tout ce qui est la business de l'accompagnement, aussi des conférences, puis tout ça. Fait que je suis dans la Z de 2021, mais l'événement est en 2022, juste après la pandémie. Tout vient de réouvrir. Ça a réuni 2-3 cohortes, je pense. Fait que, écoute, il y a 1000 personnes là, dans la place, là, certains. C'est un super bel événement. Et là, on se promène entre les conférences, on rencontre des conférenciers, on jase avec du monde, on rencontre des gens qu'on connaît aussi. Et là, on se croise, puis je me souviens pas qui s'est introduit à qui. Je m'en souviens de mon côté. Oui? OK, comment? Oui. Parce qu'après ça, je vais vous parler de comment je me suis senti dans juste les premières minutes que j'étais avec Émilie. Mais comment ça a commencé? En fait, toi et ton amoureuse, vous Ouais. étiez dans une belle bulle romantique là, avec vos coupes. C'était charmant à voir. Et moi, je suis venue briser ça, mes amis. Je suis arrivée, j'avais les bras chargés. Oui. Il faut préciser aussi que j'étais enceinte. Oui, en plus. Sur le bord d'exploser. C'est vrai, Là, c'est j'avais vrai. trop d'affaires dans les mains, puis je voyais votre petite table à porter. Et Ouais. là, je suis venue décharger tout ça sur votre table. Oui, je me souviens, là. Ça vous dérange pas, mais je le demande, puis je le fais en même temps. Boum! Drette de même. Puis là, sur le coup, c'est justement ça que ça a l'air. Tu sais, elle arrive et boum, elle drop. Là, après ça, sur le coup, tu fais comme, OK, t'es un peu, là, t'es enceinte. Mais là, au-delà de ça, là, les yeux illuminés comme un soleil, le gros sourire, bonjour, puis hey, je m'excuse de m'introduire comme ça, mais comment allez-vous, puis vous êtes qui, puis qu'est-ce que vous faites? Hey, là, elle nous pose des questions, elle nous entertain quasiment, puis écoute, déjà, on avait quasiment déjà un coup de cœur pour toi, sans même t'es qui, tu fais quoi, puis c'est quoi ton histoire, là, tu sais, quasiment. Et ça reste de même sur le premier coup. Et là, après, dans l'événement, plus tard, on se recroise encore. Et là, on prend le temps de jaser un petit peu. Oui. Là, je prends le temps de te demander un peu, tu sais, qu'est-ce qui t'amène ici, dans la Z, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et là, tu commences à me dire plein de choses qu'on va aller, évidemment, plus en détail aujourd'hui. Mais si je peux résumer, là, même si tu peux pas vraiment résumer tout un parcours comme ça, mais t'es passé de l'itinérance à aujourd'hui, t'as un doctorat. Là. Oui. T'as un doctorat regarde, je vais le dire comme il faut, t'es doctorate en administration publique, puis sociologue, t'es éducatrice de formation aussi, Oui. et t'es une ex-itinérante. Oui. Fait que c'est de passer d'itinérante à doctorante, excuse-moi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis la façon que tu me l'avais dit aussi quand tu me parlais à la Z, c'était très humble, très... t'étais quasiment gêné de me parler de ton parcours exceptionnel. Puis moi, je t'avais dit, oh my God, t'as tellement une belle histoire à raconter, t'as tellement de potentiel, tu pourrais avoir un impact incroyable sur un paquet de monde. T'étais comme, voyons. Et là, même pas un an et demi après, écoute, on a resté en contact. Je t'ai suivi dans tout ce que tu mettais en place. Et là, j'étais tellement content de voir ton nouveau vrai bébé, qui est magnifique en passant. Merci. Et après ça, ton autre bébé, plus projet entrepreneurial, Oui. qui est Maman Zen et Happy.
je trouve ça fabuleux comme concept. Je trouve ça vraiment cool. Ça sonne bien. Est-ce qu'on commence avec ça? On commence avec, parle-moi un peu de ton nouveau projet, Maman Zen et Happy, et après, on va aller dans ton parcours de vie un petit peu plus. Absolument. Puis, ça me permet d'introduire aussi pour tes auditeurs de la reconnaissance que j'ai envers toi. Ah, merci. Tout particulièrement parce que c'est grâce à tes questions, en tes qualités de coach, quand on s'est rencontrés tout bonnement à la Z, wow. Que j'ai cheminé et que j'ai trouvé mon concept de Maman Zen et Happy. Parce que tu m'as challengé cette fois-là. Je me souviens que je t'avais challengé un petit peu. Ouais. Mais certainement parce que c'était pas trop clair. C'est tout bonnement, moi, je voulais créer quelque chose. Ouais. Mais là, quelque chose, il flottait dans l'air, il était pas trop défini. À ce moment-là, j'envisageais des comptes pour enfants qui divulguent des outils de développement personnel pour la petite enfance. Il y avait des balbutiements, mais sans plus. Puis là, tu t'es venu me poser des questions assez puissantes, merci, qui ont trotté dans mon esprit pendant l'été, parce qu'il faut se dire qu'on s'est croisés au début de l'été. Oui, c'était, si ma mémoire est bonne, c'était début juillet. Voilà. Ouais. Mais c'était un contexte assez particulier, merci, que je vivais. Ah oui, hein? Oui, parce que à ce moment-là, dans ma vie, à chaque semaine, j'allais à Sainte-Justine pour recevoir un traitement pour la survie de mon bébé, carrément. Ah ouais, hein? Oui. OK, je savais pas. Oui, en fait, j'étais dans un contexte de grossesse à risque très élevé. OK. Mon corps, c'est une incompatibilité avec mon conjoint qui est très, très rare. Mon corps attaquait le système immunitaire du bébé. Wow, ton propre corps attaquait le système du bébé. Wow, OK. Puis à chaque semaine, je vais recevoir pendant 8 heures de temps en transfusion des immunoglobulines à l'hôpital Sainte-Justine. Wow, pendant 8 heures de temps. 8 heures de temps. Puis ça, c'était pas sans conséquences. J'avais des violentes migraines. Je réagissais mal au traitement. Ça faisait partie, malheureusement, des effets secondaires possibles. J'avais été mis en arrêt forcé de travail. Puis j'étais quand même allée à la Z parce que c'était... il y avait un élan du cœur qu'il fallait que... Wow. Il fallait que j'y aille. Écoute, ça me surprend pas parce que tu avais quelque chose dans les yeux que c'était dur. Honnêtement, c'est dur à expliquer. Puis moi, j'aime... Des fois, j'ai de la misère à dire, c'est comme que je suis bon dans ça, je suis bon dans ça, mais... honnêtement, j'ai une espèce de don, de force à quand je croise quelqu'un. Des fois, je vois des choses, je vois quelque chose, je vois comme dans les yeux ou dans la façon qu'ils me parlent, dans leur body language ou whatever. Quoi. Il y a de quoi dans l'humain, dans quelque chose. Puis là, je suis comme... Parce qu'après qu'on se soit parlé, tu pourras demander à ma blonde, elle dirait la même affaire. On a eu une conversation à propos de toi après. Là. Puis j'étais comme... C'est mon coup de cœur la fin de semaine. C'est comme, on a vu plein de conférenciers, on est allé chez plein de connaissances. Il y avait beaucoup de choses sur le développement personnel. Moi, étant là-dedans, ben, c'est sûr que j'aimais ça, tu sais. Mais je disais à ma blonde, je dis, la rencontre avec... Et puis là, je me souvenais plus de ton nom. Fait que je disais, tu sais, la fille, là, enceinte, là. La fille enceinte. C'est ma blonde qui me ramenait. Émilie Benoît. Parce que des fois, sur le coup, j'oublie les noms. Ma blonde est super bonne là-dedans. J'adore. Fait que j'étais comme, tu sais, là, la fille enceinte qu'on a vue, là, c'est comme... T'as-tu ressenti la même chose que moi? Moi, c'est un gros wow, là. J'ai dit, il faut que je reparle avec cette fille-là. Il faut qu'on se reparle de son... Elle a plein d'idées. Puis, fait que tu me dises en plus que ce que tu vivais, t'aurais eu toutes les raisons du monde de ne pas aller à ce week-end-là, parce que c'est quand même 3 jours intenses de conférences. Oui. Wow! En fait, je vais finir de clore la boucle de la première question que tu me parlais du concept de Maman Zen et Happy. Mais effectivement, des fois, on attend les conditions idéales pour agir dans la vie. Tellement trop. Mais mon Dieu, quand je repense à tous les grands succès de ma vie, il n'y a jamais eu les conditions idéales qui se sont présentées. Au contraire, on dirait que... Je trouve personnellement que la vie nous teste sur notre willing, sur notre volonté à aller jusqu'au bout. Ah mon Dieu, oui. La vie nous challenge tout le temps au niveau de notre volonté, de notre courage, de notre discipline.
Totalement. Fait que toi, Voilà. tu te sentais challengé par ça ou... J'étais pas dans ces réflexions philosophiques du tout. J'étais juste dans go with the flow. T'étais dans la bulle, Voilà. dans le moment, parce que c'est sûr que cet événement-là, oui, c'est vraiment, c'est vraiment cool pour ça, tu sais, parce que ça c'est des environnements d'immersion qui nous aident à ouvrir notre créativité beaucoup. Fait que, oui. tu sais, on se sent... Moi aussi, là, j'étais dans Oui. plein d'idées. Mon Dieu, j'ai pris un paquet de notes ce week-end-là. Puis, mais bravo. Fait que là, après ça, fait que Maman Zen et Happy, ça fait quoi? Ça l'aide qui? Ben, je vais répondre directement à ta question cette fois-ci. Là, j'étais en chemin dans l'autobus parce que je faisais le voyagement en autobus pour me rendre à Sainte-Justine. De la Rive-Nord jusqu'à Sainte-Justine, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie. Puis vous pouvez imaginer les désagréments saintes et affaiblis. Bon, parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas utiliser ma voiture. J'étais trop affaiblie par les médicaments qu'on me donnait. Il fallait forcément que quelqu'un aille me chercher en voiture le soir venu. Puis là, tu comprends bien que j'avais beaucoup de temps à méditer, à réfléchir, à cogiter. Et parce qu'on le sait que dans notre réalité de maman ou de papa, ben des fois, le temps pour juste laisser vaquer notre créativité, il est pas tout le temps dans notre quotidienneté. Il est limité des fois. On le cherche ce temps-là des fois. Là. Ouais. Exactement. Mais là, j'ai eu cette opportunité-là suite à toutes les questions que tu m'as posées pour challenger un peu mon concept, pour tout simplement laisser aller mon esprit à qu'est-ce que je peux apporter au monde. Puis j'ai réalisé dans l'autobus, il y a beaucoup de mes amis, mamans autour de moi, qui me disaient, mais comment tu fais, Émilie? Tu sais, pour garder la foi, ne pas tomber dans l'anxiété extrême que ton bébé, que tout va bien se passer parce qu'il y avait de faibles chances de survie. Mon bébé à la base dans cette grossesse-là. Wow. Puis j'ai vécu toutes sortes de situations assez intenses aussi dans mon parcours personnel, comme on va l'aborder, aussi dans ma maternité, qui fait en sorte que beaucoup de mamans autour de moi qui me demandaient tout le temps comment tu fais. C'est comment tu fais pour jongler avec tout ce que tu as à jongler. Comment tu fais pour garder un mindset positif, avoir l'air zen, avoir l'air bien malgré tout. Malgré tout ça qui se passe, comment tu fais pour rester zen et si happy, si souriante, si pétillante même, je dirais. Là. Oui, ben en fait... C'est là que m'est venue l'inspiration divine, le ha-ha moment là, dans l'autobus. Là. J'ai comme réalisé, mon Dieu, moi, toute ma vie, j'ai beaucoup travaillé sur l'empowerment des femmes. C'est vrai. C'est ce que tu m'as écrit aussi dans ton texte. Ça a été le fil conducteur de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai fait. Puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas aider des mamans à retrouver la femme derrière la mère. Tu sais, toutes les femmes, autrement dit, que dans leur rôle de maternité, se sont oubliées. Quand il y en a plusieurs. Puis voilà. Il y en a beaucoup. Puis, ça paraît tout simple comme mission, mais c'est ô combien important, je trouve, surtout dans... Puis je me permets de le dire, dans un contexte où est-ce que on vit énormément de pression de pression parentale pour être à la hauteur. Il y a tout le courant de parentalité positive qui est très bien. Là. Moi, j'embrasse ça. Mais en même temps, il y a le versant un peu négatif que des fois... Dans l'interprétation de ce que c'est la parentalité positive, les parents mettent plus de limites, se retrouvent surpassés, ne savent plus comment gérer les crises de colère de leur enfant, etc. Un bon point, Finalement, les parents s'oublient complètement dans leurs besoins à eux. Ils veulent absolument juste répondre aux besoins de leur enfant. Les besoins de l'enfant sont mis là et les besoins de la maman, pour revenir à la maman, sont bas dans la hiérarchie. On peut juste penser au fameux livre, la Bible, là, qu'on reçoit, nous, les mamans, à la naissance de notre bébé, là, naître et grandir. Ben, la section pour les besoins de l'enfant, en veux-tu pas? Mais les besoins de la mère, des parents, est très, très... Voilà. Puis t'as tellement raison. Puis, tu sais, est-ce que t'as-tu l'impression que, tu sais, on met un peu trop... Tu sais, je comprends que l'enfant a des besoins. Mais tu sais, à un moment donné, il y a les besoins primaires qu'il faut que tu combles. Oui. Mais quand ils grandissent un petit peu, on est dans d'autres. Là. Des fois, c'est des besoins, c'est des caprices, puis c'est d'autres affaires. As-tu l'impression des fois qu'on les met trop haut, puis qu'on est trop comme... je sais pas comment dire ça, là, mais
on est trop facile à tout donner le besoin, puis trop comme tout faire pour eux autres, mais que dans le fond, on les aide pas ou qu'on devrait peut-être pas faire ça, puis comme on devrait... Tu sais, des fois, moi, je me pose la question, est-ce que nos enfants vont être aussi faits forts que nous, on l'a été? Là, j'entends le discours de papa d'adolescent. Ça Hey, t'es bonne! t'es bonne, effectivement. Je me fais prendre à mon propre jeu, gang. J'adore. Moi aussi, par ailleurs, je suis maman d'ado. C'est ça. C'est vrai, tes enfants. Ben oui, toi, t'as 3 enfants, plus... Oui, je vis les couches et l'adolescence en même temps. Partout, parce que y a quel âge? Tes enfants ils ont 8 mois, c'est ton nouveau, 8 ans, 14 ans. Oui. Puis ton conjoint aussi, une adolescente de 16 ans. Exactement. Fait que vous avez 4 enfants. Exactement. Wow. Exactement. Mais j'ai confiance, moi, en la jeunesse, oui, en la résilience des enfants pour pouvoir puiser dans tout le bagage qu'on va leur offrir, ce qu'il y a de meilleur et rejeter le pire. Tu sais, je pense qu'on s'auto-flagelle trop souvent, les parents, en pensant qu'on va scraper nos enfants. Ouais. T'as raison. Je pense, j'ai adoré ça quand j'ai entendu un jour Nancy Doyon, qui est une coach familiale au Québec, très bien, nous dire, nous révéler qu'on a le droit à 20% de scrap, genre? Oui, une statistique similaire là, de scrap, c'est ça, parce que ça renforce... Hey, ça me rassure! ça renforce nos enfants, de ne pas être parfaits, ça leur permet de s'ajuster au monde dans lequel on vit, de composer avec des personnalités moins évidentes, tout ça. Si on était des parents tout le temps parfaits, nos enfants ne pourraient pas composer avec la réalité de tous les jours. Puis je crois que ce soit lorsque nos enfants sont adolescents ou notre enfant a des besoins plus criants à l'âge de poupon ou est-ce qu'il nous demande plus d'attention, c'est ô combien nécessaire de penser à soi malgré tout là-dedans, parce que si la maman prend pas soin d'elle mentalement, elle n'est juste pas là pour ses enfants. J'aime beaucoup ce que tu dis, puis je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Pourquoi que c'est plus fréquent chez la femme de tomber dans cet oubli-là, de s'oublier soi-même, et que l'homme, c'est sans dire qu'il y en a certains qui s'oublient quand même, mais ils sont moins propices à complètement s'oublier comme la femme, la mère fait constamment. Il y a une mise en situation qui va me permettre de répondre à ta question. Je vois mon amoureux que j'aime tant prendre tellement de pauses dans la journée. Tu sais, aller relaxer, fumer dehors, aller vaquer, à regarder sa tablette, faire ses petits jeux en ligne, whatever. Tu sais, je comprends pas ce qu'il fait, mais il y a du fun. Puis là, moi, pendant ce temps-là, tu sais, je fais le souper, je nourris le bébé, je fais les leçons. Mais en réalité, là, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est lui qui avait raison, que c'est lui qui se dote le droit de prendre des pauses. Bravo. Et moi, je me donnais pas ce droit-là. Puis là, étrange, quand moi, j'ai commencé à aller prendre un petit bain. Ouais, comment est-ce que lui, comment il a réagi, là? Ben, c'est là non, ce qu'elle fait là. Hein? Ben voyons. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a un réajustement à ce moment-là. Tu sais, tout est une question... Parce que je trouve que c'est là la beauté de la chose dans un couple, c'est de permettre à ce que les besoins de l'un et de l'autre soient le plus comblés dans l'union. Puis j'ai été maman monoparentale aussi dans une certaine période de ma vie parce que mon plus vieux, je l'ai eu avec un autre papa. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr que la... jeune, hein? Oui. Avec quel âge? J'étais dans le début vingtaine. C'est sûr que la charge mentale est plus grande, forcément. Puis, tu sais, je veux pas... Pour répondre encore une fois plus directement à ta question, juste mettre la faute sur « les mamans, on prend pas assez de pause ». Il y a aussi des raisons plus d'ordre sociétal qui expliquent que la charge mentale incombe davantage à la femme. Parce que sinon, ce serait pas logique que ce soit tout le temps majoritairement la femme qui s'occupe de l'organisation des camps de jour, des lunchs, des rendez-vous médicaux. S'il n'y avait pas des causes un peu plus liées à la socialisation ou sociétale, on ne retrouverait pas ce pattern-là qui se répète autant souvent. Je pense que ça a quand même évolué beaucoup. Je pense que les gars, les hommes, on prend plus notre place là-dedans. Puis en même temps, on est plus conscient aussi que c'est des fois plus difficile pour la mère de penser à la femme qu'elle est. Fait qu'elle s'abandonne,
elle est vraiment plus dans son rôle de mère. Puis je pense que les hommes, on en est plus conscients maintenant. Donc, on est plus à l'écoute. Puis, on va dire à la mère, ben écoute, prends-en du temps pour toi, je suis capable. Là. Tu sais, les gars, là, on est capable là, de s'occuper de... Il y a certaines affaires qu'on peut pas faire là, en tant qu'homme versus ce que la mère peut faire. Là. Mais tout ce qui est les tâches autour de la maison, l'entretien surtout, tu sais, quand tu fais une liste de tout ce que tu as à faire de responsabilités comme parent, là, quand tu as des enfants, on est-tu d'accord qu'on est capable d'en prendre une coupe, de les mettre dans la colonne du papa, là, de l'autre côté, puis de se partager ça un petit peu plus? Je pense que ça allait évoluer de ce côté-là. Peut-être que les coachs, peut-être que les coachs familiales pourraient débattre un peu là-dessus puis nous donner une plus grande perspective là-dessus. Ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, un beau débat en perspective. Effectivement. Écoute, j'ai envie de parler de ton parcours, de ton histoire qui est pas... je cherche le bon mot. Qui est pas la norme, qui n'est pas un parcours que une minorité des gens, je pense, qui ont eu un parcours comme tu as eu. Et ce qui, moi, me rend... ce que je trouve qui est magnifique dans ton parcours, puis les gens vont comprendre quand tu vas le raconter, c'est comment tu t'es sorti de ça, puis comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu te sers de tout ce parcours-là pour être capable d'aider du monde, puis de faire ta différence à toi, ton impact d'exception à toi auprès d'un paquet de monde. Raconte-nous d'abord ton enfance. Comment ça se passait avec ta mère et ton père? Puis tu me permets-tu de lire une phrase que tu m'as écrite? Bien sûr. Parce que juste pour mettre en contexte, pour les gens là, qui se demandent pourquoi je me réfère tout le temps au texte, à ce que tu as dit, c'est que quand j'ai invité Émilie au podcast, elle dit, ben là, j'ai rien vraiment d'écrit là pour raconter mon histoire. Puis ça, je dis, non, pas de trouble, on n'est pas, c'est pas une conférence, là, c'est un échange entre ça. Mais elle dit, qu'est-ce que tu dirais si j'écrivais quand même un petit bout de mon histoire? Ça va te donner peut-être une meilleure idée de mon histoire. Puis on va pouvoir, tu sais, comme échanger là-dessus. Ben, c'est une excellente idée si tu as le temps, si ça te tente, si... Et là, elle m'envoie 6 pages quand même. Elle dit, oh, c'est juste un petit texte, un petit... Et il y a des bouts, j'étais bouleversé. Pas bouleversé, mais j'étais comme, oh, wow, OK, me shoot, là, comme, OK, des fois, on se plaint de nos histoires, là, puis il y en a qui ont eu des histoires pas mal plus difficiles que d'autres. Puis quand tu parles de tes parents, de ton enfance, je vais te laisser donner plus de détails, mais moi, il y a une phrase, écoute, il faut que je la retrouve, je m'excuse pour ça, que tu dis... je pense... c'est où donc? Tu dis, je crois sincèrement que ma mère souffrait de schizophrénie et que mon père souffrait de mauvaise gestion de sa colère. Et qu'après ça, plus tard, tu dis, moi, je savais jamais dans quel état je trouverais mes parents en arrivant chez nous. Oui. Ça m'a shaké. Ça m'a shaké parce que je me suis dit... Moi, je me suis jamais posé cette question-là, dans quel état je vais retrouver mes parents quand je vais arriver chez nous. Oui. Tu sais, fait que... fait que raconte-nous pourquoi tu savais jamais comment est-ce que tu étais pour retrouver tes parents quand tu arrivais chez vous. Oui, bien, d'office, je tiens à préciser, c'est important à mes yeux de le préciser, que j'ai reçu, somme toute, beaucoup d'amour. Oui. De mon milieu familial. Je dirais que ma petite enfance, c'est très bien passé. C'est plus à l'adolescence que ça s'est gâté. Mes parents avaient leur lot de problèmes personnels. Comme tu viens de le mentionner, je pourrais jamais le savoir avec certitude, mais dans les symptômes que ma maman manifestait, ça ressemble à de la schizophrénie. Okay. Il y avait des allers-retours fréquents entre la maison et l'hôpital, des scénarios que ma mère se créait. Petit à petit, notre famille a été isolée des autres. Du jour au lendemain, par exemple, ma mère, pour X, Y, Z raison, nous ne permettait plus de revoir nos grands-parents.
Ah ouais, hein? Oui. Ou moi, je ramenais... C'était quoi les raisons qu'ils vous donnaient dans ce temps-là? Oh, je m'en rappelle même plus. Mais pour les besoins de la cause... Mais tu peux plus voir tes grands-parents? Oui, c'est ça. Ma mère, elle s'imaginait des complots dans la famille. C'est des raisons qu'on ne peut pas comprendre. Des signes un peu de la schizophrénie. Exactement. Okay. Même chose avec des petites amies que je ramenais à la maison. Ma mère identifiait que c'était pas une bonne fréquentation. J'avais plus le droit de revoir l'ami que j'avais amené à la maison. Donc, forcément... ça amenait un climat d'instabilité familiale. C'est sûr, c'est clair. Mon père a énormément travaillé sur ces problématiques de gestion de colère. Aujourd'hui, symboliquement, il y a un tatouage de yin et de yang là, dans son dos. Ça représente tout le travail qu'il a fait. Qu'il a fait sur lui. Puis il est très présent dans la vie de mes garçons. Ça, c'est le fun. Oui. Ça, c'est le fun. Mais, tu sais, si je reviens un peu à l'enfance ou l'adolescence, pourquoi que quand je revenais de la maison, je ne savais pas dans quel état j'allais retrouver mes parents. Ma maman nous avait convaincus qu'elle allait mourir. Okay. C'est déjà ça, dans un cœur d'enfant, tu penses que ta maman va mourir à un moment ou à un autre. Puis sais-tu pourquoi qu'elle disait ça? Y avait-tu une raison précise pourquoi qu'elle disait ça? Étais-tu malade? Avais-tu une maladie? Encore là, c'est incompréhensible. Ça ressemble beaucoup à de la schizophrénie. À la schizophrénie encore. Exactement. Okay. C'était peut-être... Moi, c'est mon intuition. C'était un appel à l'aide que ma mère lançait, un besoin d'attention parce qu'elle n'était pas soignée adéquatement. C'est ça. Donc, moi, je le comprends comme ça à l'âge adulte. Fait que là, tu étais constamment dans ce sentiment de peur-là, de perdre ta mère, là. Oui. Qu'elle, elle alimentait constamment. Oui. On la voyait tout le temps quand je rentrais à la maison. Les souvenirs que j'ai, c'est ma mère qui était assise dans sa chaise berçante, à pas dire un mot, à se plaindre de douleur. Nous, on faisait les responsabilités familiales. Je m'occupais beaucoup de ma petite sœur autiste. Mon père, quand j'ai évoqué ces problématiques de gestion de colère, c'est que ça éclatait des fois dans la maison à des moments inattendus. C'était violent? Il y avait de la violence à travers ça? Oui, quand même. Puis parce que j'aime beaucoup mon père, puis je voudrais pas le faire souffrir, je veux pas évoquer les juteux détails aujourd'hui. Non, je comprends. Mais c'était, disons... C'était, disons, une situation où on était tout le temps Moi, en tout cas, j'étais tout le temps sur le qui-vive. Je surveillais tout le temps ce que je disais. Je me tenais droit. Tu avais l'impression de toujours marcher sur un fil ou de marcher sur des coquilles d'œufs tout le temps. Exact. Il y a cette spontanéité-là qui n'était plus là pendant l'adolescence. Puis, il y avait aussi une certaine négligence. Par exemple, j'avais pas beaucoup de vêtements. J'avais 2 ou 3 jeans, des gros cotons ouatés pas beaux achetés dans des sous-sols d'église. Ma mère me coupait les cheveux très courts. Aussi, j'avais pas le droit d'avoir les cheveux longs, pas le droit de me maquiller. Oui, fait que c'était... Oui. Puis pourquoi, mettons que tu pouvais pas te maquiller, puis les cheveux, tout ça, c'est parce que c'était encore pour elle des affaires de complot ou de schizophrénie, ou c'est parce que elle voulait pas que tu aies de l'attention sur toi, ou... C'est très difficile de comprendre la rationalité là où est-ce qu'il y en a pas. Mais dans mon intuition, dans mon regard d'adulte aujourd'hui, j'ai l'impression que ma mère voulait garder le contrôle, tout simplement. Dès que une personne dans son environnement n'était plus prévisible pour elle ou sous contrôle, ça devenait alarmant et insécurisant pour elle. Donc, le fait qu'elle me maintenait à la maison, que je m'occupais de ma petite sœur, des travaux ménagers, que j'étais pas cute pour sortir avec des petits gars, peu importe, c'était une forme de contrôle pour elle. Une forme de contrôle pour elle, un contrôle sur toi. Voilà. Wow, OK. Puis,
justement, puis là, parce que je suis en train de voir un passage, justement, tu parlais de ça, tu sais, que tu ne fais pas te maquiller, tout ça. Tu n'avais pas aussi la possibilité de socialiser avec des jeunes de ton école, des amis, comme tu expliquais tantôt. Oui. Puis, évidemment, tu as souffert de moqueries, d'intimidation. À l'école. À l'école par rapport à toi, puis par rapport à ta situation, puis tout ça. Puis, à un moment donné, tu l'écris, puis si tu me permets, je vais le lire. Tu écris « J'ai lancé un appel à l'aide un jour, j'ai arrêté de manger. » Oui. Complètement. Je voulais tester si j'étais importante pour quelqu'un. J'ai un frisson encore juste à le lire. Puis tu dis, à 17 ans, j'étais rendu à 85 livres. Puis personne est intervenu. Personne. Aucun professeur. Pas de sens. Aucun parent. Personne. C'était visible à l'œil nu. On voyait mes côtes. On voyait... J'ai eu la confirmation à ce moment-là que j'étais invisible, que j'étais pas importante pour ma famille. Mais il y a quelque chose de lumineux au moins. Oui, c'est ça, j'attends. C'est sûr qu'il y a quelque chose de lumineux là-dedans. Moi qui croyais être invisible, j'ai reçu un prix à la fin de mon secondaire qui a fait une différence. C'est fou, hein? Qui a fait vraiment une différence dans ma psyché d'adolescente. Puis dans ta confiance, puis dans ton estime aussi, là. Oui, c'est le fameux le prix Anivé. Là, peut-être que les auditeurs n'ont aucune idée de ce que c'est. C'était populaire à mon époque. C'était tous les élèves de l'école et enseignants y compris qui votaient pour la personne qui considérait faire le plus de bien dans sa communauté. Wow. Mais moi, je faisais des affaires que je savais pas que les gens s'en rendaient compte. C'est fou, hein? Tu pensais invisible, mais tu n'étais pas si invisible que ça. Là. exact, au bout du compte. Pour te donner un exemple, sur l'heure du dîner, moi, j'allais jaser avec les élèves en difficulté d'apprentissage parce que j'étais sensible à cette cause-là, ma sœur étant autiste et ayant des difficultés à l'école. Donc, j'allais jaser avec eux parce qu'eux, ils étaient dans une classe à part, ils se mêlaient pas à la cafétéria avec nous autres. Fait que j'allais jaser tout bonnement, les aider dans leurs travaux scolaires, puis c'est des petites actions ici et là comme ça que je faisais que je pensais que personne... Puis tu le faisais de bon cœur, là, dans le sens que, à moins que je me trompe, là, mais tu le faisais pas pour attirer l'attention des gens. Tu le faisais vraiment parce que tu le faisais de bon cœur. Oui. Tu sais, puis c'est fou. Puis avec tout ce que tu vivais, c'est toi qui avais besoin d'aide. C'est toi qu'on avait besoin d'accompagner, d'aider, de prendre soin. Puis dans cette misère-là, je sais pas si c'est le bon mot, mais dans cette épreuve-là, cette misère-là, on va le dire, que tu vivais, tu prenais soin des autres constamment. Puis de ta sœur autiste aussi. Oui, bien, il y a un équilibre intéressant. Tu sais, on dit beaucoup que donner aux autres en retour du balancier, ça nous nourrit intérieurement. C'est clair. Et c'est tellement vrai. Mais il y a un bel équilibre qui m'a probablement pris toute une vie à apprendre et que je vais apprendre toute ma vie. C'est l'équilibre entre s'aimer soi autant qu'on aime les autres. Oh, que c'est beau ce que tu viens de dire et que c'est puissant. S'aimer soi autant qu'on aime les autres. Voilà. Est-ce que c'est encore un challenge aujourd'hui? Oui, beaucoup moins qu'avant. Okay. Beaucoup moins qu'avant. Je crois. D'entendre. La vie, c'est une petite coquine. Hein? Les patterns qu'on vit à répétition. Mais moi, souvent dans ma vie, il y a des patterns qui m'ont justement testé au niveau de est-ce que tu es capable de t'aimer, de prendre soin de toi autant que tu prends soin des autres. Wow! Ouais. C'est fascinant ce que tu dis parce que aujourd'hui, c'est un peu ça que tu apprends aux autres dans Maman Zen et Happy. Exact. Tu sais, d'aider les mères, les mamans à autant s'aimer eux-mêmes qui aiment leurs propres enfants. Puis c'est drôle parce que ça me fait tellement penser, je fais une petite parenthèse là-dessus, j'avais fait une publication dans la dernière année, je me souviens pas exactement quand, que c'était sur l'amour de soi, puis que je disais, il faut que tu t'aimes autant que tu aimes tes enfants. Oh. Tu sais, est-ce que tu es capable de t'aimer autant que tu aimes tes enfants? Écoute, ça a fait une... Il y en a qui ont toutes des cœurs, mais il y en a certains que... Ça fait même réagir. Une personne très proche, elle va se reconnaître quand elle va écouter le podcast, dans mon entourage, qui était, voyons donc. Mais ce qu'elle avait lu, inconsciemment, parce que c'est pas de même c'était écrit, parce que j'y ai répété après, relis la phrase.
Elle, ce qu'elle avait lu, c'est est-ce que tu t'aimes plus que tu aimes tes enfants? J'ai jamais dit il faut s'aimer plus que ses enfants. J'ai dit est-ce que tu t'aimes autant? Est-ce que là, c'était comme, ben voyons donc, nos enfants, c'est... Mais aujourd'hui, quand on a eu la conversation après, elle a compris que c'était différent. C'est non, il faut que tu t'aimes autant. Je trouve ça très intéressant. Puis moi, ce que je dis, maintenant, je dis même, c'est un terme que j'utilise maintenant en coaching, c'est comme je dis, tu es d'accord avec moi que nos enfants, on les aime inconditionnellement, right? Absolument. Et si toi, tu t'aimais inconditionnellement aussi? You got it. Hein? Ça, là, ça n'en shake, puis ça fonctionne autant que les hommes qu'avec les femmes, mais je te dirais que ça a un gros impact sur les femmes qui vivent, là, qui se sont oubliées beaucoup à cause des enfants, la maternité et tout ça. Ils sont comme, oh, est-ce que je m'aime? Mais c'est la base de tout. Oui. C'est la base de tout, parce que quand tu arrives à t'aimer inconditionnellement dans tout ton être, dans tous tes défauts, dans tout, moi, on dit que c'est facile d'aimer les autres. Puis que c'est facile de propager l'amour, puis la joie, puis l'excellence autour de nous. Fait que, on donne le meilleur de nous au monde. Oui, c'est pour ça que je te posais la question, c'est encore un challenge. C'est est-ce que tu t'aimes inconditionnellement, tu sais? Ou c'est encore un petit travail, j'imagine, à faire. T'as le cœur sur la main, comme on dit, puis tu vas... Est-ce que... Je vais poser ma question différemment. Ton réflexe d'aimer beaucoup les autres, de donner beaucoup aux autres avant de peut-être prendre soin de toi, de t'aimer toi, est-ce que maintenant, la balancier est un petit peu plus équilibrée aujourd'hui, avec tout ton parcours que tu as eu, évidemment? Là? En fait, j'ai eu une belle prise de conscience récemment parce que j'ai embarqué dans une nouvelle équipe de travail à temps partiel en même temps que je lance mon projet entrepreneurial. Ouais. Et puis, dans le processus d'embauche, on nous fait faire le test NOVA. Un test où est-ce que là... je connais, je l'ai fait. Bon, ben on voit nos motivations intrinsèques à travers ce test-là. Ouais. Et voilà. Puis moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. C'est fascinant, cet exercice-là. Ben, parce que la motivation de l'altruisme, qui est de donner aux autres, était très, très fort, mais il était égal à l'individualisme. Autrement dit, à l'art de prendre soin de soi. C'est bien, ça. C'est bien. Là, c'était miroité sur papier que ces deux motivations-là étaient les plus fortes en moi, puis ils peuvent paraître paradoxales. Oui, totalement, mais en même temps, c'est un bel équilibre. C'est paradoxal, mais c'est très équilibré. Puis c'est-tu dans cet exercice-là, ce profil-là, qui te donne les couleurs aussi? Aussi. Puis c'était quoi tes couleurs? T'es curieux? Oui, je suis très curieux. Je suis sûr que t'en as des proches des miennes, là. C'est pour ça que je suis curieux. Mais pour les bénéfices de la cause, là, pour les personnes qui nous écoutent, puis se disent de qu'est-ce que c'est les couleurs? C'est un exercice que tu fais, puis je pense que pas mal de gens comprennent. En tout cas, ceux qui écoutent, parce que, tu sais, on a une catégorie d'âge, là, qui suit un peu, là, je pense que les gens qui écoutent mon podcast, ils ont sûrement déjà, soit en entreprise, soit au gouvernement, soit en entrepreneuriat, fait à un moment donné cet exercice-là, l'exercice des personnalités et des couleurs. Ça va te dire, et tu sais, ils vont... c'est drôle parce que faut t'en prendre, faut t'en laisser aussi de ces exercices-là. Là. Ça va te donner ta couleur selon ce qui est prédominant chez toi. Fait qu'exemple, les bleus, ça va être des gens qui vont être beaucoup plus cartésiens, beaucoup plus avec les chiffres, beaucoup plus, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de calculer les choses. Tu vas avoir les rouges qui sont souvent des gens intenses, des leaders, quoique tu as des leaders dans toutes les couleurs, là, mais tu sais, c'est des gens qui sont un petit peu plus impulsifs des fois, puis qui sont très go, 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 go. Les résultats. Les résultats. Mm-hmm. Et là, tu as les verts et les jaunes, si je ne me trompe pas. Et là, je me souviens plus lequel qui est lequel, là, mais il y en a un qui va être beaucoup plus dans la créativité. Les verts, c'est les créatifs. En fait. Ou c'est l'inverse. Les jaunes sont les créatifs. Puis il faut qu'ils prennent leur temps. Les expressifs. Oui, exactement. Puis l'autre couleur. Les là, analytiques. Les jaunes, ouais. C'est exact. Puis les verts, là, ils prennent leur temps pour réfléchir. Ils sont très analytiques. Ça prend du temps, là, des fois. Mon amoureux, s'il écoute le podcast. Fait que moi, je te dirai les miennes après. Parce il prend bien du temps avant d'agir. Le message est fait. Ouais, c'est un vert foncé. Très foncé. C'est bon, j'adore. Puis dis-moi les tiens, parce que moi, là, quand je l'ai fait, ça m'avait shaké complètement. Moi, ça m'a même fait changer des décisions.
Puis il y a bien des choses, moi, qui ont suivi. C'était parce que quand j'ai fait, moi, cet exercice-là, j'étais dans une phase autant personnelle que professionnelle, parce que je me cherchais beaucoup. C'est juste avant mon burn-out. OK. Puis ce qui avait sorti le plus, qui était comme, oh, mais tabarouette, dans l'exercice, avant que je te dise les couleurs, c'était que j'étais une personne dans la vie normale, fondamentalement, ce genre de personne-là, et dans mon milieu professionnel dans lequel j'étais à ce moment-là, j'essayais d'être quelqu'un complètement d'une autre personne. J'étais complètement une autre personne. Fait que c'est pour ça que ça allait pas bien. J'étais pas fidèle à mes valeurs, j'étais pas fidèle avec comment je devrais être. Il y avait un décalage entre les deux. Puis moi, ça m'avait fait, mais pourquoi j'essaie d'être quelqu'un d'autre, tu comprends? Fait que ça l'avait commencé, ça avait initié plein de réflexions et il y a eu une grosse introspection. Parce que ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est que j'étais certain que j'étais un rouge, moi, là. Puis avec un bon mélange de bleu. Complètement. Ben, je vais te dire mes couleurs, finalement, en premier. J'étais complètement... Écoute, un petit peu de rouge. OK. Un petit peu plus de bleu, mais du vert et du jaune. Les deux, quasiment à égalité, comme à 80%, là, à côté, complètement. Là. Puis j'étais comme... Ben voyons donc, toi, que j'étais un gars de même. Puis là, après ça, quand tu lis la description, pourquoi il t'explique pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est vert, pourquoi c'est jaune, pourquoi t'as ça, pourquoi t'as ci, pourquoi t'as ça... J'ai fait comme, ben voyons donc, ils ont donc bien raison. Puis non seulement ils ont raison, mais en plus, c'est comme ça que je voudrais être plus, mais que je m'autorise pas à être comme ça. Fait que j'étais complètement perdu. J'étais pas sur ma traque pantoute, là. En fait, mesdames et messieurs, si vous voulez éviter du coaching interminable, faites le test Nova. C'est fait, merci, bonsoir. Ouais, ça dit pas tout, par exemple, ces tests-là. Ouais, c'est ça la nuance. C'est ça, exactement. Parce que ce qui est le fun avec ça, c'est que ça te donne une belle lecture, mais ça te dit pas comment appliquer tout ça dans ta vie, voilà. par exemple. C'est là que le coaching est important. Bien rattrapé, bien rattrapé. C'est le coach qui parle, là. Mais j'adore qu'on parle un tout petit peu de ce test-là parce qu'il y a une fiabilité scientifique importante. Il y a tout et n'importe quoi présentement comme test de personnalité qui n'ont pas nécessairement une bonne fiabilité et celui-là est reconnu pour l'être. Puis bon, mes couleurs... Ouais, tes fameuses couleurs, c'est quoi, toi? Ça va peut-être t'étonner parce que moi, je fais partie du rare pourcentage de la population que j'ai toutes les couleurs égales. Hein? Oh, wow! Mm-hmm. C'est très rare, ça. C'est vrai que c'est rare. Est-ce que je veux ça replacer mon micro? En fait, mais oui, c'est donc bien bizarre. Ben, pas bizarre, mais je dis c'est donc bien sharp. Mais en même temps, ça fait du sens parce que, étant donné mon parcours qui m'a demandé beaucoup d'adaptation, le fait d'avoir des couleurs égales partout montre que je suis un peu comme une caméléon. Tu me mets au gouvernement, je vais fitter. Ouais. Tu me mets dans une gang d'artistes, je vais fitter. Tu me mets dans... Tu sais, peu importe où tu me mets, je vais m'adapter, je vais comprendre les règles autour de moi. Puis moi, je vais tout le temps essayer de voir dans une équipe, OK, quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe, puis où est-ce que moi, je peux être complémentaire, tu sais. Puis je vais justement jouer la carte de la complémentarité pour que le travail d'équipe se passe mieux. Fait que c'est... Wow! Écoute, je trouve ça merveilleux, puis ça doit t'aider, comme tu dis, dans ta job, à comprendre mieux les humains aussi, puis toute leur réalité. Tu comprends un peu plus la réalité de tous et tu peux t'adapter dans n'importe quelle circonstance aussi. C'est très bon pour le leadership. Très bon pour les ressources humaines, très bon pour l'encadrement, le mentorat aussi. Wow, une autre belle corde à ton arc, comme on dit. Il y a un petit défaut, par exemple, que j'ai pas révélé là, à ceux qui ont des couleurs aplanies comme les miennes. C'est qu'à force, justement, de s'adapter à tout et n'importe quoi, mais on n'ose pas révéler notre personnalité, notre opinion. Donc, je travaille là-dessus. Tu travailles là-dessus. Voilà. Tu travailles là-dessus. Mais au moins, tu en es consciente. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand on est conscient de quelque chose, ben, au moins, OK, on revient un petit peu sur ton parcours. Après ça, bon, il y a eu le cégep. Oui. Et là, c'est là qu'à ce moment-là, je vais te laisser donner les détails, puis je ne vais pas t'introduire en erreur, mais ce que moi, en fait, il y a deux choses. Donne-moi une seconde, je cherche le bout où ce que... En fait, tes parents, à un moment donné, ou ta mère, à un moment donné, elle t'a dit, tu
peux plus revenir. Tu restes, tu t'en vas. Le jour de ma fête à mes 18 ans. Le jour de ta fête, t'es 18 ans, t'es encore au cégep. Voilà. Puis t'as 18 ans, Caroline, puis ta mère, elle te dit, va-t'en. Mais surtout C'est que... comment, qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends pas. Ben, en fait, j'avais pas développé mon autonomie à ce moment-là. Ma famille était mon univers. Tu sais, j'avais pas le droit de sortir de chez nous. J'avais pas d'amis réellement. Et puis là, mon univers s'écroule parce que j'ai plus le droit de rentrer à la maison. Faut que je me débrouille. J'ai 18 ans. Mais pourquoi tu n'avais plus le droit de rentrer chez vous? Pourquoi ta mère, ta mère puis ton père aussi en même temps? Je veux dire, c'était une décision pour les deux. Pourquoi ils ont décidé ça? Tu sais, tantôt, quand j'évoquais le fait que ma mère, possiblement, quand elle était en sentiment de perte de contrôle, le fait que là, à 18 ans, je commençais à travailler, à avoir une vie un petit peu plus émancipée, que finalement, je n'obéissais plus au doigt et à l'œil de ma mère, là, je laissais pousser mes cheveux. Ça l'a dû ébranler, malheureusement, ma maman à l'époque. Puis elle avait convaincu la maisonnée. Ma mère était capable de convaincre j'imagine, de tout et n'importe quoi. Puis elle avait convaincu la maisonnée que je la frappais. Je suis pas capable de tuer une fourmi chez nous. Mais c'est ça, ma maman avait inventé toute une histoire. Puis la maisonnée, incluant ton père. Là. Incluant mon père, c'est ça. Puis au début, ça s'est très bien passé parce que j'ai été hébergée par ma grand-mère, qui a eu une générosité de cœur incroyable. Mais je m'étais fait simultanément un amoureux que j'avais hâte de revoir. Ma grand-mère habitait à Shawinigan. Oh, OK. Ce qui n'était pas à côté. Moi, j'habitais sur la rive nord de Montréal. Fait que je suis revenue au Bercail. J'ai été habitée chez mes beaux-parents à l'époque. Là aussi, malheureusement, mes beaux-parents, je suis dans la gratitude, mes anciens beaux-parents qui m'aient accueilli, tout ça, mais ils me faisaient miroiter que je leur étais redevable en quelque sorte ou que ma famille était dysfonctionnelle. Puis moi, je n'étais pas capable d'encaisser ça à ce moment-là. C'était trop dur émotionnellement pour moi. Donc, à ce moment-là, en guise de solution, je vais vivre dans une espèce de maison délabrée à Sainte-Anne-des-Plaines, qui est la maison des amis de mon copain. Donc là, juste que je comprenne bien, ça veut dire que là, à partir du moment là, tu restais chez les parents de ton chum. Là, tes beaux-parents à l'époque, ont fait des commentaires par rapport à ta famille qui était dysfonctionnelle. Oui. Fait que là, ça t'a eu de la misère avec ça t'a choqué. Et là, t'es parti. Mais t'es allé rester chez des amis ou parce que il me semble que tu disais que t'étais allé rester chez des amis avec ton chum? Non, c'était les amis de mon amoureux. Les amis de ton amoureux. Fait que, mais c'est ça, là, tu t'es retrouvé dans un environnement qui était pas très... un environnement à party! C'est ça, là. Un environnement à party, puis qu'on respectait pas trop mon autonomie. Mon autonomie, pardon, mon intimité. On rentrait dans ma chambre... comme si c'était un moulin. Voilà, fait que ça marchait pas non plus. Donc, j'ai abouti, sans le dire à personne, dans mon bazou. J'ai vécu littéralement dans mon bazou à ce moment-là. Et je te dirais que cette période d'instabilité résidentielle, je l'ai vécue de 18 à 20 ans, donc à la transition vers l'âge adulte. Fait que là, tu étais 2 ans sans domicile fixe. Voilà. Tu restais un peu carrément dans ton auto. Oui, voilà. Puis tu m'avais écrit aussi que tu dormais dans les stationnements des Walmart. Voilà. Puis il y a même eu, à un moment donné, un ticket. Oui. Parle-moi de ça. C'est comme, j'étais comme, on fait nos petites Caroline, c'est donc bien, ça n'a pas de bon sens des fois, hein, sont pas... raconte-nous ça, raconte-nous le contexte de ce fameux ticket-là de 30 $. Oh mon Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire en lien avec ce ticket de 30 $, tu sais. On entend parler des fois de la pauvreté, mais on se l'imaginer dans le sens de se l'imaginer le vivre une autre paire de manches. Moi, je travaillais à l'époque au Maxi comme caissière et au Tim Hortons. Je mangeais les beignes qui étaient gratuits au Tim Hortons parce que j'avais pas d'autre choix. Vraiment, j'avais pas beaucoup de sous pour manger. J'ai pris énormément de poids. J'avais mal aux dents, les dents de sagesse qui me faisaient... tu sais, à chaque croquis, j'avais mal, mais je pouvais pas aller chez le dentiste, j'avais pas les sous. C'était un contexte de vie assez particulier, tu sais.
Puis là, pour moi, 30 là, recevoir un ticket de stationnement de 30 ça représentait mon budget de la semaine pour me nourrir. Pour te nourrir, c'est fou. Puis là, pour comprendre le contexte aussi, c'est que là, le policier, quand il est arrivé, il a cogné dans ta vitre. T'étais dans l'auto, là? T'étais-tu dans ton auto en train de dormir quand que lui, il est arrivé puis il t'a dit t'as pas le droit d'être là puis je te donne un ticket? On va reculer un tout petit peu, là, dans le temps, parce que avant que je reçoive ce fameux ticket, moi, j'étais où? J'étais justement en train de dormir dans le stationnement du Walmart parce que c'est le seul endroit où on peut dormir sans recevoir de ticket, justement. Puis, il y a un filon commun à tout vécu de femmes en situation d'itinérance qui est la violence. Et moi, je n'ai pas échappé à cette règle-là, Benoît. Il y a un fameux soir dans le stationnement du Walmart que j'ai subi une agression sexuelle. Car... L'homme en question devait avoir l'âge de mon père. Puis c'est complètement dévasté que j'ai déplacé mon véhicule pour passer ma nuit ailleurs dans les circonstances. J'avais déplacé ma voiture à côté de mon cégep à l'époque, le cégep Lionel-Groulx. Puis là, sans m'en rendre compte, j'étais à un endroit où j'avais pas le droit d'être le petit matin. Je me réveille. Le policier avait pas cogné dans la vitre. Il avait tout bonnement vu une auto à un endroit qui était pas supposé d'être. Qui était pas supposé être là, puis il a pas... Je vois le ticket. Et là, à ce moment-là, dans l'état de détresse psychologique dans lequel j'étais, c'est venu ajouter une coche. Ben, je peux comprendre. Mais malheureusement, ça finit pas là. Les coches se sont ajoutées par la suite parce que là, moi, j'ai besoin d'aide à ce moment-là. Je vais au CLSC. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Puis, on me dit que je peux parler à quelqu'un, pas de problème, un travailleur social. Ouais. Mais le travailleur social va être disponible dans 3 mois. Ouais, tu peux être morte rendue là dans 3 mois. Ben, imagine-toi que là, j'ai insisté. J'ai dit, écoutez, c'est une urgence. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un de ce qui m'arrive. Oui. Madame, si c'est une urgence, allez aux urgences. Ah, t'es-tu sérieux? Ben là, je m'en vais aux urgences. Puis j'ai même rencontré, je me croise les doigts, puis j'ai même rencontré un psychiatre. Et je ressors de l'hôpital avec une médication. Une médication pour m'aider à mieux dormir. Ben voyons donc. Ben oui, je sais. À mieux dormir. Dans mon char. Dans ton char, dans le parking du Walmart. Non, c'est ça. Ça arrêtait plus, là. Ça arrêtait plus, comme on dit. Puis là, c'est vraiment précisément à ce moment-là dans ma vie que j'avais touché le fond. Le fond complètement, que je trouvais que ma vie ne faisait plus de sens, là, littéralement, que je savais plus à quoi m'accrocher pour continuer. Wow. Puis est-ce que dans cette période-là, tu sais, souvent on entend les gens qui sont en situation d'itinérance ou sans domicile fixe, puis la vie les brasse beaucoup, tu sais, ils vont se geler ou ils vont boire pour oublier ça ou pour c'est un peu leur médication, c'est un peu leur façon de s'évader de cette souffrance-là, de cette réalité-là. Est-ce que toi, t'es tombé là-dedans ou en même temps? Dieu merci, non. Dans la place à party que j'ai évoquée tantôt. En plus, t'es dans une place à party. Ben, j'ai essayé, tu veux pas, des petits... Mais là, de voir les murs bouger autour de moi, j'ai dit, oups, c'est pas bon pour ce que j'ai. J'ai un TDAH à la base, là. Je me suis dit, oups, c'est pas fait pour moi, cette affaire-là. OK, heureusement. Ça a arrêté là, mes expériences. Heureusement, parce que ça aurait pu être... Oui, mais tu te dis un mot qui est fort, geler. Tu sais, j'avais besoin quand même de geler ma souffrance, puis n'ayant pas de solution autre que le suicide, ça a été une option qui devenait drôlement intéressante dans mon esprit à ce moment-là, parce que quand on est confronté à une situation où la souffrance est telle, mais qu'on n'a pas de porte de sortie, qu'on n'a pas l'impression d'avoir de contrôle sur notre existence... Moi, le plan d'aller me jeter en bas de la carrière amateur, je sais même pas si elle existe encore, là, mais c'était... avec ta voiture, là, tu parles? Non, à pied, en courant, voilà. Parce que c'était assez profond pour faire la job, autrement dit. Puis je me suis exécutée. Cette journée-là,
j'avais tellement atteint le fond du baril, ni la drogue, ni n'importe quoi aurait pu me permettre de faire cet de acte-là. m'évader, là, si on veut, de cette souffrance-là, mis à part la mort. J'étais rendue là. My God. Puis, je suis allée à la carrière de Matters. Puis ça, c'est un élément, je pense, qui est intéressant à soulever pour les personnes qui nous écoutent, qui m'a permis, moi, en tout cas, de m'en sortir et de faire preuve de résilience. C'est la spiritualité. Mm-hmm. C'est de croire qu'il existe peut-être quelque chose de plus grand que nous. Que soit, ouais. Parce que quand je suis arrivée pour faire le plongeon, Benoît, j'avais pris mon élan et j'étais très, très décidée. Caroline. Il y a un petit oiseau, mais pas n'importe lequel, là, un jet bleu, tu sais, qui est arrivé. Drette en avant de toi. Drette en avant de moi, c'est ça. Puis le jet bleu, c'était l'oiseau préféré de ma grand-maman. Ah, wow. C'est l'oiseau que ma mère s'est tatoué au cœur. OK. Et là, même si... Grosse symbolique, le jet bleu, là. Puis Ben là, oui. il se plante drette là en avant de toi quand t'es Drette sur en le avant. point de sauter dans le ravin, là. C'est pas possible. Dans la c'est carrière. ça. C'est pas possible. Puis Aïe, aïe. quand c'est arrivé, là, moi, évidemment, j'ai pas entendu la voix de ma grand-mère dans ma tête, mais c'est comme si j'entendais ma grand-mère me dire « Hey, ma petite fille, là, si tu revires de bord, si tu retournes dans ton bazou, il n'y a pas aucun moment dans toute ton existence qui va être pire que celui-là. Fait que t'as rien à perdre de revirer de bord. » Puis l'autre affaire que j'étais sûre que ma grand-mère était en train de me dire à ce moment-là, c'est « Hey, ma petite fille, inquiète-toi pas, t'as jamais été toute seule. En réalité, là, on est une grosse gang en haut à veiller sur toi, tu sais. » Benoît... Je suis sans mots. Honnêtement, je fais juste profiter du moment là, que je suis en train de vivre en ce moment et d'écouter tout ça. Je trouve ça magique, magnifique, incompréhensible même et rempli d'amour en même temps dans ce que tu dis parce que je pense que ça a été tout un déclic pour toi, cette journée-là, cet événement-là. Oui. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Énormément. Par la suite. J'imagine qu'il n'y a même pas eu d'autres tentatives non. De ce genre-là. Non. Et comment après cette situation-là, qui était clairement pour toi un signe, qui est dur à comprendre, mais que toi, c'est carrément... Écoute, c'était quoi les chances que ce soit un jet bleu? Oui. Puis jet bleu qui est très, très représentatif pour toi, de ta grand-mère, ta mère, etc., qui dit « Hey, revire de bord. Oui. » Puis il y a du mieux, du beau et du mieux qui s'en vient pour toi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu t'es relevé de ça? Puis tu t'es dit, OK, là je fais un switch dans mon mindset, puis là, faut que je m'en sorte. Faut que je prenne un chemin différent. À l'époque, je ne connaissais pas le concept de logothérapie de Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a survécu au camp nazi. Oui. Et puis, la logothérapie, c'est exactement ce que j'ai appliqué sans savoir c'était quoi. OK. Excuse mon manque de connaissance de ça, mais c'est quoi de logothérapie? Alors, en quoi ça consiste? C'est tout simple. C'est lorsque l'humain, quand il est confronté à des situations extrêmes, des épreuves de vie épouvantables, s'il arrive à en faire sens, à transcender cette expérience-là, de sorte d'amener quelque chose de positif au monde et à l'humanité. Ben moi, à ce moment-là... Wow, là, c'est puissant. Ben c'est puissant, certain. Mais ce que je me suis donné comme mission intérieure, c'est que je me suis dit, hey, il n'y a plus personne sur Terre qui va vivre de l'exclusion sociale comme moi, j'en ai vécu. Je veux pas que... Tu t'es dit ça à ce moment-là? Ben oui, tu sais, dans ma tête... Tu venais de tomber en mission, là. Ah oui, je venais de tomber en mission, wow, certain. Tu sais, okay. je voulais que, autrement dit... puis tantôt, j'ai évoqué l'empowerment des femmes aussi, qui est important dans mon cœur. C'est que je voulais que les gens
contrairement à moi qui était arrivée à l'âge adulte en manque d'autonomie, en manque de capacité, je voulais faire en sorte que les personnes les plus exclues de ce monde, on puisse leur tendre la main puis les aider dans le chemin de l'autonomie, de l'épanouissement et voire même du dépassement de soi. Wow. Puis je me suis impliquée dans toutes sortes de causes. Souvent, les causes impliquaient des femmes, comme par exemple, au fil de mes études universitaires, mais je suis devenue chercheur qui a collaboré dans plusieurs initiatives d'innovation sociale même, avec Oxfam Québec. Oui, quand même. Ah, quand même, hein? Chercheur, oui, tu veux dire. Hey! Avec Oxfam Québec, je suis allée en Bolivie, par exemple, collaborer avec des organisations jeunesse pour les aider à profiter des instances politiques qui leur étaient réservées en lien avec des oppressions politiques qu'ils vivaient. Au Québec, j'ai participé activement à la gériatrie en communauté, la gériatrie sociale en communauté qui ressemble un petit peu au concept de pédiatrie sociale, mais pour les aînés, pour le bien vieillir des aînés. Je me suis intéressée aussi aux élèves en difficulté d'apprentissage, aux jeunes qui ont des problématiques de santé mentale. Je suis devenue porte-parole du mouvement Jeunes et santé mentale à l'occasion d'une émission diffusée à Zone Franche, à Télé-Québec, qui était animée à l'époque par Isabelle Maréchal. Je te dirais que quand je regarde ça, je me pince, j'arrive pas à y croire, mais je me dis, je suis tellement reconnaissante parce que la vie m'a offert des opportunités pour me dépasser puis aller dans ma mission, dans ce qui me faisait vibrer à ce moment-là. Oui, puis en plus de ça, je veux dire, t'es as saisi ces opportunités-là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, que, mon Dieu, les opportunités sont là, ils se pointent, puis trop bloqués dans leur peur, croyances limitantes, passées, ils sautent pas sur les opportunités, ils les prennent pas, ces opportunités-là, puis toi, ben, t'as réussi à les saisir, puis à les vivre aussi pleinement, tu sais, t'en parles avec passion, fierté, tout ça, ça veut dire que tu les as vécues à fond, ces opportunités-là. Tu l'as vécu le moment présent quand ça se passait, là, puis... Mais c'est quoi que j'ai envie de dire à ceux qui doutent d'eux-mêmes quand l'opportunité se présente? Vas-y. Je crois, et c'est une croyance personnelle, mais les croyances qui nous aident, il faut les garder. Là, OK, oui. Moi, je crois que c'est pas nécessairement les plus performants dans la vie qui vont réussir ou les plus méritants ou quoi que ce soit. Non, l'univers va nous présenter les opportunités au moment où on est prêt. Puis, il ne faut pas se poser 36 milliards de questions. De questions. Il faut juste se laisser aller dans ce temps-là. Parce que si l'univers nous présente cette opportunité-là, c'est qu'à quelque part, on a un apprentissage à faire, on a une évolution à faire. Il faut juste y aller. Ça finit là. Parce que quand on regarde les parcours de ceux qui ont accompli de grandes choses, ô combien de fois qui se sont plantés, tu sais, dans le fond. Là. Mais c'est ça, puis tu sais, on parle pas de... quand on observe un parcours de succès, si on peut dire ça comme ça, puis qu'on voit quelqu'un qui a eu un grand succès, et on ne parle pas de toutes les fois où ça n'a pas marché. Là. On ne parle pas de toutes les fois qu'il y a eu un échec ou... tentative de réessayer, essai-erreur. Fait que, faut faire... Moi, je dis tout le temps qu'il faut... S'il y a un succès qui t'impressionne ou qui... Impressionner, c'est pas le bon mot. S'il y a un succès qui t'inspire, puis que tu fais comme « Ah, wow! » Mais là, c'est ça. Laisse-toi juste à l'étape de l'inspiration. Tombe pas dans la comparaison. Puis te dire « Mon Dieu, moi, je suis qui? » Tu sais, le syndrome d'imposteur. Puis en même temps... essaie aussi de comprendre l'histoire, toute l'histoire derrière ce fameux succès-là, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Puis ces gens-là, ils en ont eu, comme tout le monde, là, des épreuves, puis des chemins parcourus tough, dans la garnotte, avant d'être sur l'autoroute du succès. Là, on fait de la garnotte avant, bien souvent. Il y a une citation, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. La garnotte, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, je pense que ça vient peut-être de l'Outaouais, la garnotte.
c'est le chemin le chemin de roche là, sur le côté des autoroutes. Là, des fois, là, que si tu regardes pas, si t'es pas attentif, là, tu tombes sur le petit chemin de roche à côté. Là. C'est ça, la garnotte. Mon bébé, il a appris à marcher debout de même. Je l'ai mis sur la garnotte. Hein? Ouais, c'est ça. On parle de maman zen et happy. Mais il y a une citation que... Tu sais que c'est le même que moi. C'est comme ça que ma mère, elle m'a ouais, il y a eu un moment de déclic. Moi, j'avais 2 ans, je venais d'avoir ma première prothèse, 2 ans, 2 ans et demi, là, tu sais, je venais d'apprendre, j'avais de la misère à marcher avec cette prothèse-là. Puis ma mère, à un moment donné, pour qu'elle était en mission, ma mère, c'était que je sois capable de me débrouiller, puis de marcher tout seul, puis de faire tout ce que je voulais faire malgré un handicap physique. Puis, à un moment donné, elle est sortie dehors avec moi. On est allé marcher dans la rue en avant de chez nous. Elle m'a laissé assis sur le trottoir. Elle rentrait dans la maison. Wow! Puis elle m'a laissé ça. Là, tout seul. Là, évidemment, je suis tombé. Oh, là, je me suis mis à pleurer. Je cherchais ma mère. Oh. Elle a juste ouvert la porte. Elle m'a dit, non, t'es capable. On l'a pratiqué plein de fois ensemble. Là, il est temps que tu te lèves par toi-même, Benoît, puis que tu viennes rejoindre maman dans la maison. Maman va pas aller te chercher. Elle faisait juste te montrer une petite présence, tu sais, pour que tu te sentes complètement seul au monde. Mais il fallait que je fasse le chemin tout seul cette fois-là, ce que j'avais pas fait avant, parce que c'est elle qui m'aidait tout le temps à me relever. Mais là, elle était mindée que si je l'aide tout le temps à se relever, ben, il sera jamais capable de se lever tout seul, puis il sera jamais capable d'avancer dans la vie tout seul. Fait que c'est drôle que tu dises je mets mon enfant sur le bord de la route pour l'apprendre à marcher. C'est comme, c'est ça qui t'est arrivé. De même, moi, ça s'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Mais merci pour cette tranche de vie, Benoît. Parenthèse. Elle est touchante en plus. Merci. J'essayais de rebondir sur ce que tu avais dit précédemment avec une citation que ma grand-mère me disait, mais je trouve que la citation fit en plus avec l'histoire de la garnotte. C'est quoi la citation? C'est... Là, vieux jeu, la citation, peut-être que... Des fois, c'est les meilleurs encore. C'est fais ton possible, puis que le diable emporte le reste. Que le diable emporte le reste. Oh my God, j'adore. Puis tu me l'avais écrit en plus dans ton texte. Oui. Ouais, parce que tu as dit aussi qu'il y avait trois mantras que vraiment ont jalonné ton parcours de persévérance pendant toutes ces années. Tu as dit... c'est ta grand-mère qui disait ces 3-là. En fait, le premier, c'est... En fait, fais ton possible, puis le diable emporte le reste. Pour la répéter. Le deuxième. Les 2 autres, c'est pour 99% d'effort, 1% de réussite. Uh-huh. Ça te ramène à la réalité. Uh-huh. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Elle te rejoint, celle-là aussi? Oui, elle me parle beaucoup, celle-là, parce que tabarouette qu'on en fait des efforts pour, justement... 1% de réussite, mais c'est le 1% de réussite qui fait tout le reste après. Tu sais, le 1% de réussite, une vraie bonne réussite, que tu en es fier, ça vaut le 99% des efforts. Justement, je peux-tu te raconter une bride de mon histoire en lien avec cette citation-là? Parce que tantôt, tu as évoqué le doctorat. Mais moi, je trouve ça impressionnant, quelqu'un qui fait un doctorat. Ben, m'a dire, le 1% de réussite, il y a eu un 99% d'efforts solides en arrière de ça. C'est clair. Parce qu'au début de mon parcours universitaire, moi, à l'époque, j'ai 20 ans à ce moment-là. Puis, je m'occupe de ma sœur qui est autiste parce que mes parents sont en plein divorce. Puis, ni ma mère ni mon père, à ce moment-là, sont disposés à s'occuper de ma petite sœur qui a alors 14 ans. Puis, elle a beaucoup de besoins particuliers. Tu sais, je me rappelle, j'allais acheter au Dollarama une tralée de rideaux de douche en plastique pour qu'elle se défoule dans les rideaux de douche à la place de se faire mal à elle dans ses crises. Oui, de se faire mal à elle, à se lâcher l'eau sur le rideau de douche que tu achetais, les rideaux de douche. Wow. Je lui faisais l'école pas mal à la maison aussi. Tu sais, je me dédiais beaucoup à ses besoins. Puis mes besoins à moi étaient mis pas mal sur pause à ce moment-là. T'en avais des besoins, toi, là? Caroline, je pense que oui, effectivement. Mais c'est... Ils viennent d'avoir un flashback dans ma tête. Je revenais de travailler. Je vivais à Laval-des-Rapides dans un appartement avec ma sœur. Ouais. Je vois l'ambulance parce que ma mère habitait dans l'appartement juste à côté. Je voyais souvent l'ambulance devant l'appartement de ma mère. Ma mère qui faisait pour une énième fois des tentatives de suicide en prenant des pilules. Mon existence était pas mal chaotique. Puis je commençais mon parcours universitaire à ce moment-là. Vient la grève étudiante
Je me rends. Oui, c'est dans ce temps-là. Oui, la fameuse grève étudiante à l'UQAM un petit peu avant les carrés rouges. Le printemps. Ah, OK, c'était avant ça. Oui, c'était pas la dernière qu'on a eue, là. C'était celle qui était en prémisse de toute la mouvance des carrés rouges. Mais je me rends pas compte quand les cours reprennent après la grève, ce qui a abouti à une session complète d'échecs. Et j'ai été expulsée de mon programme universitaire à ce moment-là. Wow. Ça a été un gros coup dur parce que l'école, c'était le seul filon qui me rattachait un petit peu à moi-même. C'était la seule chose que tu faisais vraiment pour toi, puis pour ton avenir, pour te sortir de ta situation dans laquelle tu étais à ce moment-là. Voilà, mais... Puis là, tu es retourné voir la directrice ou la recteure, ou je sais pas qui là, que tu es allé voir, là, mais... 99% d'efforts pour 1% de réussite. Je suis allée voir la directrice du département de sociologie à une autre université. Je me suis donné des chances. Et elle m'a donné ma chance d'être inscrite à la mineure sous condition d'avoir des bonnes notes. Mais là, ça, de fil en aiguille, j'avais de la pression pour lui montrer qu'elle avait pris la bonne décision. J'ai terminé dans une des premières de mon programme au baccalauréat, de sorte que j'ai eu accès à des bourses d'excellence académique par la suite pour faire ma maîtrise, mon doctorat. Fait que c'est ça qui t'a permis de te rendre jusqu'au doctorat. Et voilà! Puis mais de finir ça. Tu sais, quand on regarde ça, le 1% de réussite, le petit bout de papier, au final, là, il a coûté 99% d'efforts. C'est clair, hein? Le petit papier, le fameux petit papier, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est toute une réussite. C'est toute une réussite. J'imagine que tu en es très fier. Puis je te souhaite beaucoup, mais tellement, mais beaucoup de succès. Ce que toi, tu définis comme étant le succès pour ton projet Maman Zen et Happy aussi. Parce que je pense vraiment que tu peux faire la différence dans la vie d'un paquet de mamans dans la francophonie. Même en anglais, si jamais un jour tu parles, je sais pas si tu parles d'autres, tu parles en anglais, mais en tout cas, il y a assez de monde en français qui ont besoin d'aide comme maman, fait que ça, c'est super. Et j'ai une dernière, écoute, le temps passe tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Je suis privilégié d'avoir des moments comme ça avec des humains d'exception comme toi. Milly, on a même parlé du test Nova. Hey, man, on s'est même rendu là. C'était pas prévu, ça. C'est ça, écoute, souvent je dis quand les invités arrivent, puis des fois, j'avais mes notes sur mon téléphone, mais des fois, j'ai une petite feuille, puis je leur dis, écoute, il y a des choses écrites là, mais... 2 fois sur 4, là, 50% du temps, ce qui est écrit là, on va même pas là parce qu'on part dans d'autres choses, puis ce que la personne me dit, oh my God, c'est même trop intéressant, on s'en va là. Fait que je me donne cette liberté-là d'aller un peu où que l'entrevue nous amène. Fait que vois-tu, là, je sais même plus où je suis rendu. Ça aussi, c'est typique d'un podcast. C'est correct, c'est pas une conférence, c'est un podcast. Moi, j'ai envie de te demander comme dernière question avant le mot de la fin. On est dans le podcast Humain d'exception. J'ai envie que tu me dises, dans tes mots à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Hey, c'est très facile pour moi de te répondre à cette question-là. C'est une personne qui a un respect inconditionnel pour tous les êtres humains qu'elle côtoie. Que ce soit un enfant, le président des États-Unis, Gandhi, name it, que cette personne, une personne en situation d'itinérance, que l'humain ait un respect inconditionnel envers quiconque. Pour moi, là, c'est la qualité grandiose que je reconnais chez un être humain d'exception. Et c'est peut-être en raison de mon parcours que c'est cette définition-là que je te donne spontanément. Parce que moi, j'ai été amenée à côtoyer beaucoup de catégories de monde évidemment. Puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait une unicité, quelque chose d'incroyable à aller tirer de chaque être humain sur Terre. Wow. De chaque être humain sur Terre. Wow, ça c'est de la bonté, de l'amour pur. Pur. J'adore. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les prochains mois, prochaines années dans ta vie? Je me souhaite d'être constamment en apprentissage, en émerveillement,
un moment comme ça aujourd'hui, Benoît. Wow, c'est du bonbon. C'est donc quoi rêver. On fait ça quand tu veux. C'était tellement agréable, Caroline. Hey, on a plein de choses qu'on aurait pu aussi genre, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 2-3 heures ensemble sur plein de choses. Ça sera pas un autre podcast. Hein? Tu vas pouvoir, on fera ça une autre fois. Puis peut-être que toi, à un moment donné, tu vas peut-être en faire un aussi. Mais peu importe ce que tu vas faire, je te souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite de t'épanouir à travers tout ça. Je ressens vraiment que tu as trouvé ta mission dans la vie, que tu as trouvé ta façon à toi de faire ton exception, justement, de suivre, d'incarner ton exception à toi. Tu es une personne exceptionnelle, tu as une personnalité attachante, tu es pétillante. Quand on est avec toi, il y a quelque chose qui se passe. On ressent une énergie positive, il y a une vibe. C'est un plaisir de te recevoir au podcast Humain d'exception, Émilie. Puis, merci. Je te remercie pour ton temps et de t'être déplacé ici en studio pour venir faire ça avec moi. Merci énormément. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin de Humain d'exception. Comme toujours, si jamais il y a un passage qui vous a inspiré, une pépite d'or ou une petite phrase que vous voulez noter, que c'est comme « Ah, il faut que j'écrive ça, je veux pas l'oublier », que ce soit de la part d'Émilie ou que ce soit de ma part aussi, partagez-le. Partagez-le, c'est la meilleure façon de pouvoir dire « Ah, j'ai apprécié cette émission-là ». Puis aussi, s'il y a des choses que vous retenez, que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie, bien, il ne faut pas juste le noter. Faites-le, passez à l'action. Sans décision, sans action, on ne peut pas changer rien dans nos habitudes, dans notre réalité. On ne peut pas non plus atteindre nos objectifs. Et la meilleure façon d'allumer son excellence et de suivre le chemin des humains d'exception et d'être à votre façon un humain d'exception, bien, c'est définitivement de vous écouter, de vous respecter et de passer à l'action, justement, dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Je vous remercie. Si vous avez besoin d'un coup de main pour ça, vous savez que je suis toujours là sur benoîtlaflamme.ca. Sur ça, merci, à très bientôt sur un autre épisode du podcast Humain d'exception. Bye-bye. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ici pour une raison précise, pour une mission, pour contribuer à quelque chose d'unique. Peut-être même pour bâtir quelque chose de plus grand que soi. Ça s'appelle suivre son chemin d'humain d'exception. Et chaque humain d'exception a besoin d'un mentor, d'un guide, d'un autre humain pour lui montrer le chemin. Un humain à l'écoute avec authenticité et simplicité, avec une expérience de vie unique et une force mentale pour faire face aux défis. Un humain qui a parcouru la route avant et qui est prêt à vous accompagner sur votre chemin, pour vous aider, vous encadrer, vous encourager et pour accélérer votre chemin vers votre excellence. Bienvenue dans l'univers humain d'exception.